Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Biocatalyse, donc réalisé par le pôle IR et la société, le groupe Sequence et Proteus. Donc, on vous remercie effectivement d'être aussi nombreux aujourd'hui pour ce webinaire, puisqu'on est actuellement plus de 115 personnes, 117. Là, je laisse au fur et à mesure les personnes rejoindre ce webinaire. Juste un petit mot déjà sur le pôle et l'enjeu de la biocatalyse pour introduire le sujet. Rappelez effectivement que le pôle aujourd'hui s'intéresse à la valorisation des ressources renouvelables, que ce soit pour faire de l'énergie, que ce soit pour faire des matériaux, des ingrédients pour la consommation humaine et animale, et puis on va dire des produits de la chimie, des ressources renouvelables pour la cosmétique et autres. Dans le cadre de ces développements, la catalyse enzymatique, la biocatalyse, la bioconversion, c'est vraiment une technologie clé qui permet non seulement, on va dire, de pré-traiter la biomasse et donc de augmenter les rendements, notamment par exemple de production de bioéthanol ou de production de biogaz. Bien sûr, ils retrouvent leurs applications depuis de nombreuses années dans le domaine de l'agroalimentaire et on pense notamment à la production, par exemple, de fructose ou d'un certain nombre d'acides aminés. Cet outil sert également à purifier. On l'utilise par exemple dans la purification des jus de fruits. Mais bien sûr, il y a de nombreuses applications qui touchent le pôle, la dépollution des nappes, la dépollution des pesticides, la biodétection et bien d'autres secteurs. Donc, il faut bien comprendre que c'est un procédé vert qui permet effectivement de développer des molécules véritablement originales. Et donc, le pôle a lancé depuis maintenant 2-3 ans un groupe de travail spécifique sur la catalyse enzymatique et les procédés associés. Et dans ce groupe de travail, une des conclusions principales, c'était qu'il fallait faire beaucoup de pédagogie vis-à-vis de l'utilisation des enzymes, voire même de créer un guide méthodologique, un guide de l'enzymo pour les nuls. Donc aujourd'hui, on vous a justement essayé de préparer 2 sessions. Une première qui est plus justement pédagogique, plus une formation sur la biocatalyse et démontrer en quoi effectivement cet outil est un outil à la fois performant mais aussi compétitif, donc puisqu'on arrive à des applications industrielles. Et puis une deuxième session qui est plus dédiée vraiment sur la sélection d'enzymes et l'évolution dirigée. Donc on va y aller progressivement. Et donc, je vais donner la main donc, à Ronan Rocle, donc, qui est responsable business développement chez Proteus, pour nous présenter le programme, mais aussi toute l'équipe, puisqu'il y a une forte mobilisation de l'équipe pour essayer de répondre à toutes vos questions, sachant que vous avez un QNR, et pour ceux qui ont l'habitude de participer maintenant au webinaire, dans lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions au fur et à mesure des présentations. Merci. À toi, Ronan. Merci Jackie, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui est consacré donc, à la biocatalyse et aux nouvelles méthodes d'amélioration des enzymes. Et nous tenons aussi tout d'abord à remercier le pôle IR pour avoir co-organisé ce webinaire. Donc, nous allons passer à la slide suivante qui présente le plan. Donc, ce webinaire sera organisé en 2 parties. Une première partie dédiée à la biocatalyse qui sera animée par Pierre Gilles et une seconde partie de 45 minutes qui sera dédiée aux nouvelles approches pour l'identification et l'amélioration des enzymes, qui sera animée par Karine Bonzon-Audifrin, Christophe Ullmann et Céline Erignac. Donc nous pouvons, je pense, en fait, commencer par une présentation, une courte introduction au groupe Sequence et de la société Proteus. Donc, le groupe Sequence, c'est un groupe dont le siège est basé en France, à Lyon,
qui représente en fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, compte 3200 employés et a 24 sites de production industrielle à travers le monde, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Nous avons également 3 centres de R&D, Porcheville, le Sequence Lab basé dans la région parisienne. Nous avons également un site de R&D basé près de Boston. Et enfin, le site de Nîmes, de Proteus, qui est spécialisé dans la biocatalyse. Donc, slide suivante. Le groupe Sequence, donc, en fait, est un groupe qui est spécialisé dans la chimie pharmaceutique et la chimie fine. Une première moitié de nos activités, en fait, de notre résultat est représentée par la chimie pharmaceutique. Donc, le groupe Sequence produit les principes actifs pharmaceutiques, notamment les principes actifs de large volume, comme par exemple l'aspirine, pour lequel si le groupe Sequence représente un tiers de la production au niveau mondial, et également le paracétamol. Mais le groupe Sequence produit également à façon pour ses clients les principes actifs des laboratoires pharmaceutiques, que ce soit les grands groupes pharmaceutiques jusqu'aux startups, afin de les accompagner lors de leur phase de développement, d'essais cliniques et jusqu'à la commercialisation. Le groupe produit également les intermédiaires réglementés qui sont utilisés pour la chimie pharmaceutique. Nous avons une deuxième moitié de nos activités qui est représentée par la chimie fine, avec une grande diversité d'applications, depuis la cosmétique. Par exemple, le groupe Sequence est le leader de la production d'acide salicylique ou alors par exemple de solvants utilisés dans cette application. Également dans le secteur de l'électronique, avec des polymères de très haute pureté, dans lesquels les impuretés métalliques sont présentes à l'état de traces, à l'état de parties par milliard. Et enfin, par exemple, les applications alimentaires comme le bicarbonate utilisé pour la levure chimique. Donc une très large diversité d'applications. Et donc, vous aurez compris que le groupe Sequence est spécialisé dans la chimie. Et dans la slide suivante, donc notamment parmi les compétences du groupe, la filiale Proteus est spécialisée en biocatalyse. Donc, Proteus, c'est une société qui a été créée depuis 20 ans, spécialisée dans le développement de procédés biocatalytiques et d'ingénierie des enzymes, qui a été progressivement intégrée dans le groupe qui est devenu Sequence, notamment à travers une joint venture, PCS Biosolutions en 2006, et qui a été progressivement complètement intégrée dans le groupe. Donc, Proteus, c'est une équipe multidisciplinaire de 25 employés, avec 4 pôles de compétences. Un pôle de chimie qui est dédié au développement de procédés biocatalytiques, un pôle de microbiologie qui justement manipule une très large collection de souches, notamment extrémophiles, qui servent de point de départ pour identifier de nouvelles activités enzymatiques pour nos projets. Un pôle de biologie moléculaire qui est spécialisé à travers les techniques d'ingénierie des enzymes, en fait, dans l'amélioration des performances des enzymes. Et enfin, un pôle de fermentation pour la montée en échelle de la production de nos biocatalyseurs. Et donc, je laisse la parole à présent à mon collègue Pierre-Gilles, qui va vous présenter la première partie de ce webinaire consacré à la biocatalyse. Bonjour à tous, merci Ronan, merci au Pôle IAR pour l'organisation de ce webinaire et merci à vous pour votre présentation. Donc à Proteus, je suis chef de projet en biocatalyse, en charge du développement des procédés enzymatiques et j'ai un bagage plutôt chimiste organicien à la base. Aujourd'hui, je vais vous parler de biocatalyse. Je vous ferai une introduction avec des généralités sur les enzymes et ensuite j'illustrerai mes propos avec des exemples concrets sur la transformation de la matière pour vous montrer comment la biocatalyse peut être un outil compétitif et efficace dans ce but-là. Tout d'abord, quelques généralités. Donc, les enzymes sont des protéines qui ont une activité catalytique. Leur efficacité catalytique est très importante dans les réactions biologiques, donc naturelles. Elles sont très rapides comparées à ces mêmes réactions non catalysées. Les enzymes sont des biocatalyseurs qui ont une spécificité très importante. Donc, vous voyez sur ces schémas, une enzyme va reconnaître un substrat naturel et permettre au sein de son site actif, représenté sur le second schéma, la transformation en le produit correspondant. Et cette spécificité fait des enzymes des excellents catalyseurs pour des applications chimiques et autres, et elles donneront de très bonnes sélectivités dans ces réactions-là.
Les enzymes opèrent dans des conditions très douces, car généralement, elles sont issues de micro-organismes ou d'organismes vivants qui vivent dans des conditions de température et de pression normales, douces. Du fait de leur côté naturel, ce sont des catalyseurs biodégradables et non toxiques et qui peuvent permettre de drastiques réductions de coûts de procédés dans certaines applications industrielles. Et tous les procédés de la chimie verte sont remplis par l'utilisation des enzymes. Et au travers de quelques exemples, je vous montrerai comment cela est possible. Et finalement, la biocatalyse, c'est simplement le fait d'utiliser des enzymes pour catalyser des réactions chimiques. La structure 3D des protéines et des enzymes repose tout d'abord sur la structure primaire qui correspond à la séquence linéaire des acides aminés de la protéine, de l'enzyme. Donc, il y a 20 acides aminés protéogéniques. Donc, la combinaison de ces acides aminés montre une combinaison quasi infinie de possibilités, ce qui montre la très grande diversité de protéines et d'enzymes que l'on peut avoir. Cette séquence d'acides aminés linéaires peut localement s'arranger en motifs tels que des feuillets, comme vous voyez sur le schéma, ou des hélices alpha. Donc, c'est un arrangement local entre quelques acides aminés qui se fait au travers, par exemple, de liaisons hydrogène. Et cette structure secondaire va ensuite s'assembler de façon globale pour former la structure tertiaire, qui est l'arrangement global spatial de l'enzyme et qui va être responsable de son activité, notamment en formant le site actif de l'enzyme, qui va être une poche, un volume dans l'architecture 3D de l'enzyme, dans lequel va se passer la réaction, va se faire la réaction. Et ensuite, cette unité qui est représentée par la structure tertiaire peut aussi s'associer pour former des polymères et avoir une enzyme active. Et donc cet environnement qui est chiral par essence du fait de la chiralité des chaînes latérales de tous les acides aminés à l'exception de la glycine est à l'origine du site actif, comme je le disais, mais également de l'activité enzymatique et de l'énantiosélectivité des enzymes. Et donc ce schéma représente ici une enzyme capable d'hydrolyser la bêta-cyclodextrine que vous voyez sur la partie gauche libre. Et là, sur le diagramme, une représentation 3D dans laquelle la cyclodextrine est liée à son site actif. Si on pouvait zoomer sur cette partie-là, on verrait quels sont les acides aminés qui sont impliqués dans la liaison du substrat dans le site actif. Et ensuite, vous voyez une représentation schématique des produits d'hydrolyse de la cyclodextrine. Quelques autres définitions. Tout d'abord, la fermentation, c'est le fait de produire une enzyme. Des enzymes immobilisées, souvent on les retrouve dans des applications industrielles. Ce sont des enzymes qui ont été liées à un support, qui peut être polymérique, minéral ou autre. La liaison se fait par une liaison chimique covalente ou une adsorption. Et ceci va conduire à une amélioration de la stabilité de l'enzyme et permettre un recyclage et une purification facile des produits par rapport à l'enzyme, du fait du côté solide de l'enzyme supportée. Certaines enzymes ont absolument besoin d'un cofacteur qui est un produit chimique non protéique ou alors un ion métallique et qui est nécessaire à l'activité de l'enzyme. Je cite par exemple le couple NAD+-NADH qui est un cofacteur pour les réactions d'oxydoréduction et qui est très largement utilisé et décrit dans de nombreuses transformations catalysées par ces enzymes. Donc, vous voyez les structures ici du NAD+ ou NADP+, qui sont faites de type nucléotidique avec un pyridinium qui va pouvoir être réduit par un hydrure. Et cette hydrure est transférée depuis le substrat, comme par exemple un alcool qui sera oxydé en cétone, pour former le NADH, où le pyridinium est cette fois réduit en forme de type quinone. Autre concept très important, c'est l'évolution dirigée d'enzymes, qui est une méthode de l'ingénierie des protéines et qui permet de mimer la sélection naturelle, mais à un rythme très nettement accéléré. Et en gros, le principe, c'est d'introduire des mutations dans la séquence de la protéine, de tester les mutants correspondants dans un test bien particulier pour voir si ces mutations peuvent apporter quelque chose de positif, comme par exemple la thermostabilité, l'activité ou l'antosélectivité. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mes collègues s'en chargeront dans la seconde partie. Et en gros, cette technologie, elle a été récompensée il y a 2 ans par le prix Nobel qui a été décerné à Frances Arnold
pour son travail de développement de l'évolution dirigée des enzymes. Maintenant, je vais vous présenter les applications industrielles d'un point de vue macro des enzymes. Je ne rentrerai pas dans les détails de tous ces domaines d'application qui sont très nombreux, mais voilà, l'idée c'est de vous donner un overview des domaines où les enzymes sont très largement impliquées. Donc, traditionnellement, les enzymes sont impliquées dans le secteur alimentaire, aussi bien humain que animal. L'autre gros domaine industriel, c'est la détergence. On pense notamment aux lessives qui contiennent des enzymes pour laver le linge. Et après, il y a d'autres domaines comme les biocarburants ou des applications qui sont un peu plus complexes, comme la synthèse d'ingrédients en parfumerie ou pharmaceutique. Donc ici, une répartition du marché de l'utilisation d'enzymes dans des domaines industriels. C'est un marché estimé à 5 milliards d'euros. Vous voyez la représentation qui traditionnellement est sur 3 domaines, l'alimentation animale, l'alimentation humaine et ensuite le domaine de la détergence. C'est toujours un domaine très dynamique, en croissance. Et il y a d'autres domaines maintenant qui émergent depuis quelques années ou décennies et qui montent en puissance, comme par exemple la production de biogaz ou de biocarburants de façon générale, et des domaines très pointus comme la production d'ingrédients pharmaceutiques ou encore cosmétiques qui demandent de plus en plus de contraintes réglementaires, mais également des cibles synthétiques très complexes. Au niveau des enzymes, pendant des siècles, elles ont été extraites de plantes, d'animaux ou de micro-organismes. On peut notamment citer la production de pain ou de bière qui se fait à partir de levures et donc des enzymes qui sont dans ces levures. Mais on peut aussi également citer la papaïne qui est extraite de la papaye et qui était initialement utilisée pour attendrir la viande en Amérique du Sud. Autre enzyme très connue et importante, la chymosine, qui est une protéase utilisée pour faire cailler le lait et faire du fromage. Et donc cette enzyme est traditionnellement extraite des panses de veau. Mais maintenant, pour des raisons économiques et des raisons d'efficacité en termes de rendement de production d'enzymes, les enzymes sont très largement produites à partir de micro-organismes, soit un micro-organisme naturel, soit un micro-organisme génétiquement modifié, et on parle alors d'expression recombinante. Ceci permet d'avoir un meilleur approvisionnement en enzymes, parce que là on est sur des procédés industriels bien calibrés et non plus sur une variabilité qui est due à la nature. Et ceci permet également de protéger les ressources naturelles quand on extrait des enzymes de plantes rares, par exemple. Je vais maintenant vous parler rapidement de l'expression recombinante d'enzymes. Donc, il existe beaucoup de technologies pour cette production. Là, je me concentre sur la production dans un mode d'expression bactérienne de type Escherichia coli qui est très classique dans ce type de procédure. Donc, tout d'abord, le gène qui code pour l'enzyme d'intérêt va être introduit dans un plasmide, qui est en fait un brin circulaire d'ADN qui est coupé. Ensuite, il est ligué avec le gène d'intérêt pour former un plasmide recombinant qui est ensuite introduit dans une cellule d'expression, un hôte d'expression. Donc là, je vous parlais d'Escherichia coli, et c'est ce qu'on appelle un clonage dans un système d'expression. Et ensuite, cette souche bactérienne qui est génétiquement modifiée, qui possède un plasmide recombinant avec le gène d'intérêt, va être cultivée dans des conditions bien particulières qui vont forcer le micro-organisme à produire l'enzyme qui n'est pas native à ce micro-organisme et qui ne serait pas produite dans des conditions normales. Donc, au niveau de la production, les enzymes elles peuvent être produites jusqu'à l'échelle du litre en fiole classique ou alors en fermenteur de l'échelle du litre à jusqu'à des centaines de mètres cubes. Ce qui montre bien le côté industriel et les quantités que l'on peut viser en production d'enzymes. Cette culture résulte en des cellules entières qui peuvent être utilisées sous forme humide directement dans une réaction ou dans la transformation de biomasse. Et ça, c'est la formulation la plus simple et donc la moins chère des enzymes. Le gros avantage, mis à part le coût, c'est que les cellules offrent une protection à l'enzyme avec leur membrane, mais ces membranes sont malgré tout perméables au substrat et vont permettre la réaction à l'intérieur de la cellule. En revanche, ces cellules peuvent poser des problèmes réglementaires dans certaines applications. Je pense notamment à l'industrie pharmaceutique.
Ces cellules peuvent également être séchées par lyophilisation, par exemple, et augmenter leur stabilité et leur rendre leur utilisation plus facile parce qu'on est devant une poudre et non plus avec une pâte assez épaisse. Et finalement, ces cellules peuvent également être lysées pour débarrasser l'enzyme des débris cellulaires. Et on a cette fois une formulation de type purifié ou semi-purifié, selon le degré d'effort qu'on va mettre dans la purification, qui va forcément avoir un coût, mais qui permettra de s'affranchir de problèmes réglementaires dans certaines applications. Et là, par contre, la stabilité de l'enzyme peut être limitée parce qu'elle ne sera plus protégée, notamment par les parois cellulaires. Et finalement, pour contrecarrer ce problème de stabilité, l'enzyme peut être immobilisée sur un support pour améliorer sa stabilité et également permettre son recyclage et faciliter la purification des produits de l'enzyme par une simple séparation solide-liquide. Donc, je vous ai présenté là des généralités sur les enzymes et la biocatalyse. Et là, voici un cas concret où les enzymes sont utilisées pour la production industrielle d'un composé. Donc là, il s'agit du cas de l'acrylamide, qui est un produit utilisé dans le traitement de l'eau, dont la compagnie SNF est le premier producteur mondial. Et ce produit, il est formé à partir d'acrylonitrile, soit par une hydrolyse au cuivre, sous haute pression, soit par une enzyme qui se fait à température ambiante, une nitrylhydratase en l'occurrence. Donc ce procédé est multiplié dans plusieurs pays. De nouvelles capacités industrielles sont construites parce que ce produit a été démontré compétitif en économisant l'énergie, en produisant moins de déchets et moins de sous-produits. Encore une fois, on est parfaitement dans la chimie verte avec cet exemple-là. Cet exemple qui est bien concret. Un autre exemple, ce n'est pas une réalité d'une production d'un produit de commodité, mais c'est pour montrer qu'une transformation enzymatique peut modifier les propriétés d'un composé. Donc dans ce cas-là, il s'agit de glycosyltransférases qui peuvent transférer des motifs glucose sur un substrat. Avec notamment un exemple d'application cosmétique où le substrat était un polyol qui avait un problème de sélectivité et l'introduction d'un glucose permet de rendre le produit stable. Et cette réaction repose sur une cyclodextrine glucanotransférase qui clive la cyclodextrine, représentée ici, et transfère un glucose sur le substrat. Donc, c'est une réaction très régio-énantiosélective qui ne nécessite pas de groupement protecteur. Donc, à comparer à une voie chimique qui nécessite de nombreuses étapes de protection des protections. Et tous les produits étant solubles dans l'eau, la charge en substrat est très élevée, le produit et le procédé est très productif. Et le même concept a été appliqué à ce produit-là, qui est un agent de blanchissement de la peau, pour le rendre plus soluble dans l'eau. Et un facteur 10 a pu être obtenu en greffant un simple motif glucose sur le produit. Donc, en gros, il existe de très nombreuses enzymes qui sont regroupées en 6 classes principales, que je ne vais pas énoncer, mais vous retrouvez par exemple ici les hydrolases avec les lipases ou les protéases, qui sont des enzymes très connues. Nous, à Proteus, nous proposons des kits d'enzymes. Donc, 7 familles sont représentées et elles permettent des transformations classiques, mais très, très demandées. Et en gros, l'idée de ces kits, c'est de pouvoir proposer à un client de tester très rapidement, en gros en une journée, de tester très rapidement les enzymes sur une transformation de données et d'identifier si les enzymes ont un potentiel dans une étape de biocatalyse. Donc là, je vous ai présenté des exemples généraux. On a vu que de nombreux domaines industriels sont concernés par l'utilisation d'enzymes, mais là, aujourd'hui, on a décidé de détailler un peu plus la synthèse asymétrique en chimie grâce aux enzymes. La chiralité d'une molécule est une propriété qui fait que l'image de cette molécule dans un miroir n'est pas superposable à la main droite. Donc là, on retourne sur les bancs de l'université. La chiralité, c'est une propriété très importante dans les processus biologiques, donc de reconnaissance et autres. Et par exemple, 2 énantiomères, qui sont les 2 formes chirales d'une même molécule, la forme R du limonène, un terpène, va avoir une odeur d'orange, alors que la forme S aura une odeur de citron.
Donc, cette chiralité est très importante et est requise dans de nombreux domaines industriels, et je pense notamment au domaine pharmaceutique, avec le triste exemple du thalidomide, qui était presque dans les années 60 aux femmes enceintes pour diminuer les nausées, mais dont un énantiomère était actif et l'autre toxique pour le fœtus et qui a provoqué un scandale sanitaire. Je vais vous parler maintenant d'exemples concrets qui ont été développés dans le groupe Sequence, où les enzymes se sont montrées compétitives et ont permis de casser des verrous technologiques. Donc, ce premier exemple, c'est la synthèse de la décérine, l'aminoacide non naturel, et qui est un building block pour plusieurs principes actifs pharmaceutiques, mais qui a aussi prouvé son efficacité dans le traitement de la tuberculose, de l'épilepsie ou encore de la dépression. Donc, sa synthèse repose à la formation d'une liaison carbone-carbone. C'est catalysé par une aldolase et qui requiert le pyridoxal phosphate qui est représenté ici et qui est dans ce cas-là le cofacteur de l'enzyme. Donc, la réaction est totalement énantiosélective vu que seul l'énantiomère D est obtenu. La productivité est encore très importante, 345 grammes litres. Aucun groupement protecteur n'est requis, ce qui démontre les avantages d'utiliser des enzymes dans un tel procédé. Et donc, ce procédé, il est mené en routine dans le site Sequence, sur le site de Couterne notamment, pour produire plusieurs tonnes de décérine par an. C'est aussi un procédé qui se démontre polyvalent, car plusieurs autres aldéhydes ont pu être utilisés à la place du formaldéhyde pour accéder à une diversité structurale sur des aminoacides D non naturels. Un autre exemple où la biocatalyse va permettre des transformations très efficaces, c'est la synthèse d'alcool chiro. Ce sont des building blocks très utilisés dans les ingrédients pharmaceutiques et de parfumerie. C'est très facile de faire un alcool chiral racémique, mais ensuite de l'avoir sous forme énantiopure demande de nombreux efforts. Et les enzymes peuvent permettre de faire une résolution cinétique d'un mélange racémique. Vous avez la réaction représentée ici, notamment par acylation catalysée par une lipase. Du fait de son énantiosélectivité, la lipase va être capable d'acyler seulement un seul des énantiomères, laissant l'autre intact. Et du fait de cette transformation, les deux composés vont avoir des propriétés chimiques différentes qui permettra leur séparation, alors que deux énantiomères ne sont pas séparables en l'état. Et dans ce cas-là, l'alcool a pu être séparé par distillation, car l'ester, avec une chaîne en C8, était bien plus lourd au niveau du point d'ébullition. Et donc, vous voyez sur ce graphe l'évolution de la conversion par rapport à l'énantiosélectivité, l'excès énantiomérique qui est ici en rouge. C'est un outil très puissant, facile à mettre en œuvre, mais qui a deux inconvénients majeurs. Tout d'abord, le rendement maximal est de 50%, vu qu'on perd l'énantiomère qui n'est pas désiré dans l'application. Et derrière, la séparation des deux produits, en l'occurrence l'alcool et l'ester, est requise. Donc, on rajoute une étape. Donc, une autre approche élégante qui utilise des lipases, mais qui permet d'être plus efficace, c'est une étape de désymétrisation catalysée par une lipase. Ce principe a été appliqué à la synthèse du R-baclofen que vous avez ici, qui est un principe actif générique utilisé comme myorelaxant, mais aussi maintenant qui a une application pour traiter la dépendance à l'alcool. L'étape clé de sa synthèse, c'est la désymétrisation de ce diester prochiral. Donc, cette désymétrisation est catalysée par une lipase. Et si on représente la molécule dans un plan, sur le plan du cycle, une fonction ester est au-dessus, une fonction ester est en dessous. Et l'enzyme, de par son architecture chirale, va être capable de reconnaître et hydrolyser seulement une des fonctions ester pour conduire à l'acide ester que vous avez ici avec un excellent excès énantiomérique. Donc là, il y a une induction chirale par l'enzyme et un rendement théorique qui, cette fois, à 100%, parce qu'on ne forme pas l'énantiomère non désiré. Donc, un tel concept peut également être appliqué à d'autres familles d'enzymes, vu que chaque enzyme est chirale et peut induire de l'énantiosélectivité. Et cet exemple-là repose sur l'oxydation d'un diol par une alcool déhydrogénase. Donc, cette fois, c'est toujours une désymétrisation, mais qui repose sur une autre réaction, à savoir l'oxydation catalysée par la DH en présence du cofacteur NAD+, dont je vous ai présenté la structure tout à l'heure.
Cette transformation part d'un substrat diol très simple, méso, donc achiral, mais conduit à une lactone chirale complexe qui est un précurseur après de principes actifs pharmaceutiques. Donc cette oxydation, elle a quand même des inconvénients. C'est tout d'abord d'être réversible, parce que lors de l'oxydation, le NAD+ est converti en NADH en même temps que l'alcool est oxydé en aldéhyde, comme vous le voyez sur ce schéma-là. Et l'enzyme est tout à fait capable de faire la réaction inverse, à savoir de réduire l'aldéhyde par le NADH en le produit de départ. On a donc là une réaction équilibrée qui n'est pas désirable pour un procédé industriel. Et autre point important, le cofacteur NAD+, est un produit chimique très cher, 1 250 € par kilo à l'échelle industrielle et qui ne peut donc pas être utilisé à l'échelle stoichiométrique, comme on pourrait penser en chimie avec un hydrure métallique simple, où c'est très facile de mettre un excès d'hydrure. Du coup, pour pallier ces deux problèmes, un recyclage du cofacteur est nécessaire. Et dans ce cas précis, il est très facile à mettre en œuvre. Il suffit de rajouter un excès d'acétone à la réaction. Donc, sur ce schéma, pour rappel, ici le substrat diol qui est oxydé en aldéhyde par l'ADH en présence du cofacteur et qui forme le cofacteur NADH. Et cette fois, avec un excès d'acétone, l'ADH va statistiquement avoir plus de chances de réduire le NADH, de réoxyder le NADH et de réduire en même temps l'acétone pour régénérer le NAD+, et former de l'isopropanol. Et du coup, par cette voie-là, on déplace l'équilibre et on peut utiliser une quantité catalytique de cofacteurs. Donc ça, c'est des procédures maintenant qui sont bien établies et très efficaces pour rendre un procédé compétitif. Et je finis mes propos par ce dernier exemple qui également repose sur une alcool déhydrogénase, mais cette fois dans l'autre sens de la réaction, à savoir réduction d'une cétone à un alcool chiral. Donc cette fois, c'était pour accéder à un composé assez complexe, un bêta-aminoalcool qui était obtenu en 6 étapes chimiques pour former un principe actif pharma de la même façon. Et donc, au cours de la réaction, les requis, c'était de pouvoir faire une résolution cinétique parce que le produit est racémique. Ici, on a le mélange des deux énantiomères. On doit aussi avoir une réduction asymétrique de l'acétone en alcool. Et vu qu'on utilise un cofacteur coûteux, il faut pouvoir avoir une réaction irréversible ou alors très largement déplacée vers la réduction et vers l'alcool et avoir un recyclage efficace du cofacteur. En tout cas, cette voie de synthèse a l'avantage d'arriver à la cible en 3 étapes contre 6 étapes par rapport à la chimie. Une enzyme a été identifiée faisant cette transformation. Le procédé a été développé et a finalement permis d'obtenir le composé cible parmi les 4 diastéréoisomères qui peuvent être formés au cours de la transformation. Le substrat a pu être utilisé à 100 grammes litre, qui est une concentration qui est importante. Mais vu que ce produit est très peu soluble en phase aqueuse, 50% de toluène ont été nécessaires pour permettre la réaction. Donc ça montre que déjà la réaction est possible avec un substrat qui n'est pas soluble dans l'eau et que les enzymes sont stables en présence de grandes quantités de solvants organiques. Et au niveau du recyclage du cofacteur, le même procédé que présenté précédemment a été utilisé, à savoir qu'il est basé sur l'oxydation d'un diol, ici le 1,5-pentanediol. Donc, l'ADH va d'abord réduire l'acétone en alcool, former le NAD+, qui lui est reformé, va régénérer le NADPH en oxydant le diol et former cet aldéhyde alcool. Celui-ci cyclise spontanément en lactol et il va être ensuite réoxydé par l'ADH et NADP+, pour former la lactone, qui, elle, n'est plus substrat de l'ADH, et donc la réaction est irréversible, ce qui va artificiellement déplacer l'équilibre vers la formation de la lactone et de l'alcool cible. Donc, seulement un demi-équivalent de diol est nécessaire pour transformer 2 équivalents du produit cible, ce qui fait de ce procédé un procédé compétitif, parce que le cofacteur est utilisé en quantité catalytique. Et ce procédé, dans sa complexité, montre les structures que l'on peut viser, montre qu'un procédé enzymatique, malgré un cofacteur coûteux, peut être compétitif. Et ça fait aussi tomber des idées reçues sur les enzymes, à savoir qu'elles peuvent fonctionner sur des substrats non solubles en milieu aqueux et qu'elles sont également
suffisamment stable dans des conditions organiques, en présence de substrats organiques également, pour catalyser une réaction. Voilà, j'ai fini pour ma partie. J'espère vous avoir montré l'utilité des enzymes dans les transformations chimiques. Donc là, on a fait un focus sur la pharma et la chimie, mais c'est applicable à tous les domaines d'application industrielle. Et du coup, mes collègues vont vous présenter la partie évolution dirigée. Oui, rebonjour à tous. Effectivement, dans l'introduction, j'avais pu vous montrer que le secteur de la bioéconomie est fortement concerné par l'utilisation des enzymes, que ce soit effectivement pour la production de biogaz, que ce soit pour les carburants, que ce soit pour l'industrie agroalimentaire ou l'hydrolyse et le recyclage des polymères. Dans le cas du pod, on a mis en place depuis maintenant 2-3 ans un groupe de travail sur la catalyse enzymatique et le procédé associé. C'est un lieu d'échange, de rencontre entre les différents acteurs industriels de la recherche sur la biocatalyse et sur la catalyse hybride, et particulièrement aussi avec un grand volet procédé, puisqu'on a évoqué par exemple l'utilisation des enzymes dans des extrudeurs, l'utilisation des enzymes dans des micro-réacteurs. On l'a vu qu'il y a une grande dimension procédé aussi à travers l'utilisation de la biocatalyse. Donc, bien sûr, l'un des objectifs de cette groupe de travail, c'est de dresser un état des lieux des recherches actuelles, mais aussi des développements industriels, pour véritablement démontrer aujourd'hui que le potentiel de la bioconversion, et c'est un peu ce qu'on a essayé à travers la première partie de vous présenter. Donc, c'est faire l'inventaire des pipelines, c'est regarder aussi et échanger sur les problématiques de recherche, les verrous scientifiques, les enjeux, les voies différentes, en vue d'établir un certain nombre de priorités, on va dire, en fonction des marchés cibles. Comme vous pouvez le voir sur la droite, c'est toute une communauté qui est aujourd'hui mobilisée. Donc là, c'est une photo de la dernière réunion du groupe de travail qui a eu lieu chez Chimex, où on a parlé des micro-réacteurs, effectivement, et de l'enzymologie. Mais aussi, en bas, vous voyez que la communauté, en fait, aujourd'hui, sur la biocatalyse en France est très diversifiée. Forcément, c'est un champ très important. Et on retrouve aussi bien des équipes de Lille avec la plateforme Real4 jusqu'à Toulouse avec Toulouse Biotech, bien sûr Marseille, puis chacun avec ses spécificités. Certaines vont utiliser le cytochrome P450, d'autres vont être plus applicatifs et vont commencer à fonctionnaliser des oligosaccharides, d'autres vont travailler sur la polymérisation par voie enzymatique. Donc, c'est un sujet très riche et donc toute une communauté finalement à rencontrer pour développer ces projets. Alors, si vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, ça, c'est un exemple effectivement de ce qu'on fait au sein du groupe de travail. Et notamment, on a repris en fait l'ensemble des projets qui ont pu être financés dans le cadre européen, ce qui nous permet un peu de dresser, si ce n'est une feuille de route, mais au moins d'avoir quelques notions sur les domaines, on va dire, d'utilisation des enzymes, notamment l'utilisation de peroxydase, du cytochrome P450, les domaines de procédés. Donc, on parle parfois de l'utilisation des enzymes dans les liquides ioniques ou effectivement la régénération du cofacteur qui a été effectivement présenté tout à l'heure. Il y a effectivement un grand nombre de domaines de production des biomolécules, la glycosylation de flavonoïdes, la fonctionnalisation des amidons, la modification des alginates, la biodégradation des pesticides, la dégradation des polymères classiques et voire même la conversion du CO2 et de l'H2. Donc derrière, c'est aussi des technologies clés qui vont être importantes dans l'utilisation de l'hydrogène et des gaz carboniques. Puis les domaines d'application, comme sont très variés, le domaine de la bioconversion. La slide suivante. Donc, les thématiques effectivement qu'on peut traiter dans ce groupe de travail, c'est forcément les stratégies de développement et les méthodologies pour développer nouvelles enzymes. Donc, ça, c'est des choses effectivement qui seront abordées juste après.
Bien sûr, l'immobilisation des enzymes, les cascades enzymatiques, hein, puisque souvent c'est d'associer plusieurs enzymes pour arriver effectivement à une production, voire même ce qu'on appelle la catalyse hybride. Donc on va associer catalyse enzymatique et catalyse chimique. Et puis forcément les contraintes réglementaires, bon, il n'y a pas encore eu de question sur les contraintes réglementaires, mais ça viendra. Donc c'est un sujet très 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 large et avec bien sûr l'idée de voir des actions de promotion, d'organisation d'événements, avec bien sûr un annuaire des compétences des acteurs, des plateformes existantes, l'inventaire des applications aujourd'hui, et puis forcément aller un peu plus dans le détail sur les différentes applications dans les secteurs de la bioéconomie et ses limites. Et puis aussi, comme je l'ai dit, c'est aussi de faire le guide de l'enzymologie industrielle pour les nuls et d'aborder toutes ces questions que vous posez au fur et à mesure des présentations. Donc voilà, donc l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est une première étape, ce qui permet vraiment de mettre en avant les compétences et les problématiques, on va dire, liées à l'enzymologie au niveau industriel. Mais il y a moyen encore d'aller encore plus loin et l'objectif vraiment des groupes de travail, c'est de développer des projets. Alors, suite à ce groupe de travail, il y a un certain nombre de projets en cours, notamment sur les lipases qui se mettent en place. Donc, pas hésiter à nous rejoindre. Vous êtes tous concernés. Voilà, on va poursuivre notre deuxième session, on va dire. Cette fois-ci, plus sur la production et l'ingénierie métabolique. Et là, on va effectivement rentrer vraiment un peu plus dans la technique. Donc, je vous laisse effectivement reprendre la main, Ronan, Bien, voilà, donc pour aborder la deuxième session. je reprends la main. Donc, au cours de cette seconde partie, nous allons vous présenter de nouvelles approches pour l'identification d'enzymes, de nouvelles enzymes natives présentant une meilleure activité sur les réactions d'intérêt et pour leur amélioration. Donc, tout d'abord, afin d'introduire cette seconde partie dédiée à l'amélioration des enzymes, je souhaitais rappeler les principales compétences que Proteus mobilise dans le cadre de ces projets d'amélioration d'enzymes. Donc, tout d'abord, nous avons un pôle de microbiologie en fait, qui utilise une large collection de souches, notamment extrémophiles, et de séquences, qui va vous être présentée par Karine Audifran lors de cette présentation, que nous utilisons comme mine en fait, de nouvelles enzymes pour nos projets. Et Christophe Ullmann vous présentera un exemple dans lequel nous utilisons en fait cette diversité de séquences afin d'identifier de nouvelles enzymes à la fois plus performantes et également avec un meilleur potentiel de brevetabilité. Une deuxième compétence clé de Proteus, c'est l'ingénierie des protéines, avec notamment deux technologies d'évolution dirigée propriétaires, Evocyte et Edge-Shuffling, qui vous seront présentées au cours de cette présentation par Christophe Humann et Céline Erignac. Et enfin, la partie justement développement de procédés biocatalytiques et leur montée en échelle des grammes à l'échelle de plusieurs tonnes. Donc cette partie vous a été présentée par Pierre-Gilles, nous n'y reviendrons pas, et elle s'appuie fortement sur les sites du groupe, en particulier pour la montée en échelle et pour l'industrialisation. Donc à présent, je laisse la parole à Karine Audrifran, responsable microbiologie, pour vous présenter notre collection et la manière dont nous l'utilisons. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le pôle IAR pour l'organisation de ces échanges et à vous tous d'y participer. Donc, je vais vous présenter de manière assez succincte la collection de micro-organismes naturels que nous avons à Proteus. Donc ici, vous avez une représentation graphique. Cette collection a été construite au fil des années, donc depuis plus de 20 ans, grâce entre autres à la collaboration avec des partenaires aussi bien publics que privés, mais aussi grâce à l'expertise et le savoir-faire dans le domaine de la microbiologie de Proteus, qui nous a permis d'isoler un certain nombre de souches dans des conditions multiples et variables, et notamment dans des conditions d'extrémophilie. Cette collection a la particularité également d'avoir une importante biodiversité, tant sur le plan
géographique, en termes d'origine des souches, mais surtout en termes de physiologie. On va retrouver, comme précédemment l'a précisé Ronan, on va retrouver des souches dites extrémophiles, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de se développer dans des conditions extrêmes de vie, c'est-à-dire qu'on va retrouver des souches qui sont capables de se développer aux alentours de 100 degrés, des souches capables de se développer à saturation en sel, à plus de 250 grammes litres, et également des souches acidophiles ou basophiles. Donc on a une variation de souches très importante et qui, au cours de toutes ces années, nous a permis de se constituer un réservoir d'enzymes, d'enzymes multiples et variables et de nouvelles enzymes. Donc, ce qu'on a mentionné tout à l'heure précédemment et qu'on pourra voir sur la slide suivante, c'est qu'à partir de cette collection, on a pu, et grâce à l'évolution des techniques et également à leur accessibilité en termes de délai et de coût, on a pu séquencer un certain nombre de ces souches, donc à plus de 1000 souches aujourd'hui, ce qui nous permet en fait d'être beaucoup plus rapide et efficace dans nos screenings. Donc, juste un petit rappel de ce que l'on faisait de manière dans le passé, on va dire. Au départ, on partait donc de cette collection de micro-organismes, on faisait une sélection sur différents critères en fonction de la cible souhaitée et on screenait ces souches, on faisait des screenings fonctionnels. À partir des souches positives, on faisait une extraction de l'ADN génomique et on construisait des banques génomiques. C'est-à-dire que cet ADN, on le fragmentait et on le clonait dans des hôtes d'expression. Et tous ces clones génomiques étaient screenés, donc on faisait des screenings fonctionnels qu'on mettait au point. Et chaque clone génomique positif était alors séquencé. Donc il y avait différentes étapes de séquençage jusqu'à l'obtention du gène isolé. Donc c'était un procédé long et souvent fastidieux suivant les difficultés qu'on pouvait rencontrer au cours de ces screenings. Donc aujourd'hui, grâce à la génomique, cela nous permet par exemple au niveau du séquençage de plus de 1000 souches à avoir un réservoir de plus de 3 millions d'enzymes potentielles et qui peuvent être exploitées ensuite par Proteus. Donc tous ces génomes, l'exploitation de ces génomes se fait au travers de l'utilisation de la plateforme qu'a développée le Génoscope. Donc ce qui nous permet tout d'abord d'avoir une annotation de ce génome, donc une annotation structurale, c'est-à-dire qu'on va avoir la représentation de toutes les parties codantes de ce génome, également fonctionnelle, c'est-à-dire que toutes les séquences codantes qui sont identifiées vont pouvoir avoir une fonction bien définie, mais également relationnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une information très importante sur le métabolisme de chacune de ces souches. Donc, cette plateforme est un outil très important pour nous parce qu'il va nous permettre déjà dans un premier temps de pouvoir identifier des souches naturelles et on va pouvoir travailler là-dessus et développer donc des souches naturelles à partir de ces données-là. Donc, on va être beaucoup plus efficace et pouvoir screener un plus grand nombre de souches, mais aussi pouvoir avoir un pool d'enzymes, de nouvelles enzymes beaucoup plus importantes grâce notamment à l'identification via des mots-clés, via des séquences par homologie de séquences, par des motifs, et avoir un certain nombre d'enzymes disponibles et de manière beaucoup plus rapide. Et donc là, une fois qu'on a obtenu cet ensemble de données, on va utiliser des outils bioinformatiques pour pouvoir faire un tri, un regroupement, une classification de tous ces types d'enzymes et de pouvoir les screener. Et donc là, je laisse la parole à mon collègue Christophe Ullmann qui va vous exemplifier ces différentes méthodes. Bonjour, je vais vous parler de comment on peut exploiter donc, les génomes qu'on a séquencés. Donc ici, on a une représentation graphique pour un exemple d'enzyme issu de notre collection. Donc, en fait, l'accès à ces séquences d'intérêt par des outils informatiques nous donne accès à une grande diversité de séquences qui sont issues d'une grande diversité de micro-organismes, incluant des micro-organismes extrémophiles. Et donc, on va se servir d'outils bioinformatiques et notamment d'un logiciel appelé Cytoscape, pour faire une représentation graphique et être capable de visualiser ces séquences
en termes d'identité les unes par rapport aux autres et de cibler un peu plus précisément les enzymes à tester parce que, évidemment, dans le cas qu'on présente ici, des transaminases, on a cherché dans 60 souches de notre collection des transaminases et on a trouvé quasiment 1300. Et on n'est forcément pas capable de tester la totalité des enzymes trouvées. Donc, pour cibler un peu plus les enzymes à tester, on va utiliser ce genre de représentation. Et par exemple, si on veut une transaminase avec comme substrat l'alanine, on va aller chercher dans le groupe d'enzymes où il y a ce type d'enzyme, sachant que les enzymes qui sont avec les points verts sont clairement identifiées comme alanine transaminase et les autres non, mais comme elles sont dans ce même groupe d'enzymes, on peut supposer qu'elles auront l'activité recherchée et donc on va pouvoir ainsi un peu restreindre le choix des enzymes à tester. Ensuite, on a un exemple de projet mené avec un client où le client voulait faire un programme d'évolution dirigée pour une réaction bien ciblée et où il avait déjà des enzymes susceptibles de faire la réaction voulue. Et on a proposé de chercher dans notre collection d'autres potentiels points de départ. Donc, on a cherché dans les génomes séquencés, on a trouvé à peu près 200 séquences. Et on voit sur cette même type de représentation graphique que précédemment, que les enzymes issues de la sélection du client, donc qui sont entourées de orange, sont toutes regroupées à un endroit du réseau. Et on a tout un groupe d'enzymes issues de nos génomes séquencés qui sont dans un autre groupe et qui sont a priori donc bien différentes des enzymes de la sélection d'origine, mais qui peuvent avoir pour autant la même activité. Et donc, parmi ces 200 séquences, on en a sélectionné 50 pour comparer leur activité à l'enzyme de départ, aux 8 enzymes sélectionnées par le client. Dans la slide suivante, on a donc testé 50 enzymes et 50 enzymes. Et 10 de ces enzymes ont eu des activités enzymatiques similaires ou supérieures comparées aux meilleurs candidats issus de la sélection initiale. Et la plupart de ces enzymes avaient même une identité en séquence protéique très éloignée des séquences du client. Donc, ça constitue un point de départ original si le but est de générer de la propriété intellectuelle. On voit sur le schéma que les enzymes, l'enzyme qui était à l'origine choisi par le client comme point de départ d'une évolution dirigée, a un pourcentage de conversion du substrat de 50%, mais qu'elle est déjà identifiée dans des brevets, déjà citée dans des brevets, alors que 3 des enzymes qui sont issues de la collection de Proteus ont des pourcentages de conversion qui sont supérieurs, avec 2 d'entre elles sont très proches de séquences déjà brevetées, mais une d'entre elles n'a que 53% d'identité avec une séquence déjà brevetée. Donc, au final, le client a choisi une des enzymes de la collection de Proteus, alors qu'au départ, il avait fait un autre choix pour faire un programme d'évolution dirigée qui est actuellement en cours. Donc, pour parler d'évolution dirigée, donc, comme l'a déjà dit Pierre tout à l'heure, l'évolution dirigée, le but est de mimer en fait la sélection naturelle et de faire évoluer les enzymes dans un but bien précis pour améliorer leur activité spécifique sur une réaction bien donnée, améliorer leur thermostabilité ou changer certains paramètres tels que la température optimale, leur pH optimal ou leur spécificité de substrat.
On peut résumer les technologies d'évolution dirigée en 3 catégories. La première qui consiste à faire de la mutagénèse aléatoire par ce qu'on appelle de la PCR error prone, c'est-à-dire qu'on va introduire de façon aléatoire des mutations dans la séquence d'ADN dont vont résulter des mutations dans la séquence en acide aminé. La technologie qui correspond à cette catégorie de technologie chez Proteus s'appelle EvoCyte, que je détaillerai plus tard. Une deuxième technologie consiste à faire du DNA shuffling. Donc, ça consiste ici à faire de la recombinaison aléatoire entre plusieurs gènes parents qui partagent un certain pourcentage d'homologie entre eux. Et là, la technologie propriétaire de Proteus s'appelle le L-shuffling. Une autre approche serait de faire une étude in silico et semi-rationnelle qui repose là sur la structure 3D de la protéine, qui va permettre d'identifier les acides aminés importants, ceux qui par exemple seront impliqués dans la liaison du substrat et de l'enzyme. Et ça consistera à faire de la mutagénèse sur ces positions-là en remplaçant l'acide aminé d'origine par les autres et faire éventuellement de la mutagénèse combinatoire et identifier quelle mutation ou quelle combinaison de mutations peut être responsable d'une amélioration d'activité. Ici, on a le schéma global d'un programme d'évolution dirigée. Donc, il commence par, en parallèle, la construction des banques selon la stratégie qu'on a choisie, donc à Proteus, L-shuffling ou EvoCyte. On procède en parallèle à la mise au point du criblage haut débit, donc la miniaturisation du test pour pouvoir faire un très grand nombre de tests et tester un très grand nombre de mutants. La deuxième étape va consister à transformer les banques de mutagénèse dans un hôte d'expression, donc à Proteus le plus souvent Escherichia coli ou Yarovia lipolytica. On va ensuite procéder au picking des clones qui permet de mettre en collection chaque mutant de façon isolée et ensuite procéder au criblage d'un minimum de 10 000 clones selon le test de criblage au débit qu'on aura mis au point au début du programme. On va pouvoir ainsi identifier d'éventuels hits positifs et mutants améliorés, soit par des méthodes colorimétriques si c'est possible, soit par des méthodes d'analyse GC ou HPLC, dont on n'a pas d'autres possibilités. Et donc, une fois les mutants améliorés identifiés, on les cultivera en plus grand volume pour faire des caractérisations biochimiques plus fines et confirmer leur amélioration. Pour expliquer un peu la technologie de mutagénèse aléatoire, donc ici EvoCyte, donc le point de départ de cette technologie, c'est un seul gène sur lequel on va appliquer plusieurs conditions de PCR error prone selon l'algorithme mis au point par Proteus, et on va s'arranger pour introduire entre 2 et 10 mutations par gène, par exemple. On va alors cloner dans le système d'expression adéquat les produits de PCR error prone. On séquencera un échantillon de chaque banque pour valider la charge mutationnelle de chaque banque, et on procédera à un test d'activité sur chaque banque, environ 100 clones, pour déterminer ce qu'on appelle la fraction active de chaque banque, qui permettra alors, toujours grâce à l'algorithme EvoCyte, de déterminer ce qu'on appelle la charge mutationnelle optimale, qui correspond en fait à la banque qui va permettre, dont on estime qu'elle donnera le plus de chances de donner des clones améliorés. Ici, nous avons un exemple de programme d'évolution dirigée fait en collaboration avec Givaudan, qui consistait à l'évolution dirigée d'une squalene open cyclase pour la transformation d'homofarnesol en ambrox, produit utilisé dans la parfumerie. On a ici réalisé un tour d'évolution dirigée par EvoCyte et on a identifié 3 variants qui avaient une activité améliorée d'un facteur 1,6 à 3,5. À noter que les 3 variants avaient des
mutations qui ne faisaient pas forcément partie du site actif et qui n'auraient pas forcément pu être identifiées par des méthodes in silico par analyse de la structure 3D. Sur le meilleur variant issu de cette évolution dirigée, on a procédé à une optimisation par plan d'expérience, des conditions expérimentales, ce qui nous a permis d'améliorer encore l'activité de l'enzyme d'un facteur 10. Et vous avez ici la référence de l'article publié qui résume les résultats de ce programme. Et ici, un extrait de cet article où on voit le pourcentage de conversion pour l'enzyme sauvage et pour le mutant appelé 215G2 à forte concentration en substrat, où on voit bien la différence de conversion en faveur du mutant amélioré. Ici, nous avons l'explication, enfin la présentation de la technologie de L-shuffling. Ici, contrairement à la technologie d'Evocyte, où on a un seul gène par an, le point de départ peut consister en plusieurs gènes par an qui vont partager un pourcentage d'identité en acide aminé d'au moins 60%. On va pouvoir aller chercher ces gènes par an dans des bases de données publiques ou dans la base de données de Proteus. Et on va éventuellement faire une optimisation des séquences en acide nucléique pour augmenter l'identité entre les gènes et améliorer la recombinaison aléatoire. On clonera ensuite les gènes parents pour évaluer leur activité et les comparer les uns par rapport aux autres. Et on procédera à une fragmentation aléatoire des gènes. On fera les réactions de L-shuffling qui consisteront à recombiner de façon aléatoire les fragments. On analysera les banques par séquençage pour valider leur qualité et valider l'existence effective d'événements de recombinaison. Et on procédera au criblage des banques. Et je passe la parole à ma collègue Céline Irniac qui va vous présenter un autre exemple de l'évolution de la. Bonjour, donc je vais vous présenter un exemple dans lequel a été appliquée la technologie L-shuffling. Donc cet exemple concerne l'amélioration d'enzymes cellulolytiques pour la dégradation de la biomasse pour la production de bioéthanol. Donc pour ce procédé, la biomasse est d'abord soumise à un pré-traitement qui peut être soit acide, basique ou à la vapeur. Les enzymes cellulolytiques sont sécrétées par le champignon Trichoderma raisei. Donc ces enzymes sont appliquées à la biomasse pré-traitée. Le pré-traitement a permis d'améliorer, de faciliter l'accès des enzymes à la matière à hydrolyser. Donc cette hydrolyse enzymatique a lieu à 50 degrés car c'est la température optimale de ces enzymes. Donc ces enzymes vont permettre de dégrader la cellulose jusqu'au monomère de sucre. Ces sucres seront ensuite fermentés par la levure Saccharomyces cerevisiae qui va donc produire de l'éthanol, du bioéthanol qui sera incorporé donc dans les biocarburants. Donc là, voici la structure de la cellulose composée de monomères de glucose enchaînés en bêta 4. Donc, 3 principales familles d'enzymes sont capables de dégrader la cellulose. Les cellobiohydrolases tout d'abord qui vont libérer en bout de chaîne des dimères de glucose, du cellobiose. Les endoglucanases qui vont hydrolyser cette chaîne au milieu. Et ensuite, les bêta-glucosidases qui vont hydrolyser les dimères de glucose libérés par la cellobiohydrolase. Cette activité enzymatique est clé car les dimères de cellobiose libérés par les cellobiohydrolases, quand ils sont en trop grande quantité, vont inhiber l'activité des cellobiohydrolases. Donc, l'activité de la bêta-glucosidase permet de lever cette inhibition en dégradant le cellobiose. Donc, nous avons appliqué la technologie de L-shuffling sur cette enzyme bêta-glucosidase. C'est un programme qui a été réalisé en collaboration avec l'IFP Énergie Nouvelle. 2 tours d'évolution dirigée ont été réalisés. Lors du premier tour, le meilleur variant présenté
un facteur d'amélioration de 23. Ensuite, les meilleurs variants issus de ce premier tour ont été réintroduits dans un nouveau cycle de L-shuffling et nous avons encore eu une amélioration d'activité par 10, ce qui fait qu'à la fin de ces 2 tours d'évolution dirigée, les meilleurs variants étaient améliorés 242 fois par rapport à l'enzyme sauvage de départ. Les autres, donc une fois que cette enzyme avait été améliorée, c'est maintenant les autres enzymes qui devenaient limitantes dans le cocktail. Donc nous avons travaillé à améliorer l'activité des endoglucanases et des cellulobiohydrolases. Et là, nous avons introduit un second paramètre où on a réalisé l'amélioration de ces enzymes. Nous avons testé aussi pour leur amélioration à 35 degrés. C'est dans le cas, c'est pour faire de la saccharification et de la fermentation en simultané. Donc, pour avoir une température favorable à la croissance de la levure et une température, donc il fallait que ces enzymes, leur activité optimale soit diminuée pour pouvoir fonctionner à 35 degrés. Donc, les endoglucanases, on a travaillé sur 2 classes, les endoglucanases 1 et les endoglucanases 2. Chaque fois, nous avons appliqué les technologies de L-shuffling. Donc, les schémas représentent les recombinaisons observées pour chacun des mutants améliorés. Et donc, pour les enzymes endoglucanase 1, après 2 tours d'évolution dirigée, le meilleur mutant avait un facteur d'amélioration de 6, de 10. Et pour la classe d'enzymes endoglucanase 2, un facteur d'amélioration de 4. Donc ensuite, une autre méthode a été appliquée sur une des enzymes de ce programme. C'est une méthode semi-rationnelle. Donc nous avons analysé, alors ça a été possible puisque la structure 3D de cette enzyme était connue. Nous avons analysé la séquence des gènes parentaux et des meilleurs mutants. Et en faisant une relation entre la séquence et l'activité, nous avons pu identifier 48 positions intéressantes à étudier. Donc, nous avons préparé des banques de mutagénèse saturante pour ces 48 positions. C'est-à-dire que pour chaque position, l'acide aminé de l'enzyme sauvage a été remplacé par les 19 autres. Et nous avons screené toutes ces banques avec le même test d'activité qui a été utilisé pour le criblage des banques de L-shuffling. Ceci nous a permis d'identifier 4 positions importantes et une des mutations a permis d'avoir un facteur d'amélioration supplémentaire de 2. Donc 2 en plus de l'amélioration déjà observée, déjà obtenue grâce au programme de L-shuffling. Je vais maintenant passer la parole à Ronan pour vous présenter un autre exemple d'amélioration grâce à une approche in silico. Alors merci Céline. Alors je voudrais aussi, alors malheureusement nous allons devoir accélérer la fin de la présentation afin de pouvoir tenir le timing. Je voudrais rappeler que les 2 exemples qui vous ont été présentés précédemment, notamment l'exemple concernant Givaudan pour l'Ambrox et l'exemple concernant le L-shuffling dans le cadre du projet Futurol, ont été montés à l'échelle industrielle. Par exemple, dans l'Ambrox, en fait, c'est le procédé qui est utilisé pour la production d'Ambrofix à l'échelle commerciale par Givaudan. Et dans le cas du projet Futurol, une usine est en cours de projet avec un partenaire, en fait, avec un groupe pétrolier. Alors, nous voulions aussi, en fait, rapidement vous présenter un exemple de succès de l'utilisation des méthodes d'ingénierie des enzymes par une société française, Carbios, qui a récemment fait l'actualité et publié un article dans la prestigieuse revue Nature. Donc, il s'agit en fait de l'utilisation d'enzymes pour le recyclage du PET. Donc, le PET, c'est le premier plastique utilisé en quantité. 70 millions de tonnes par an sont utilisées. C'est un plastique qui est assez largement recyclé, mais les méthodes de recyclage mécanique qui sont utilisées aboutissent à une dégradation des propriétés de cette matière.
et qui donc ne permettent pas de recycler le PET dans les usages initiaux. Et donc, les propriétés de la matière vierge ne sont pas obtenues. C'est pourquoi il y a un grand champ de recherche pour aller recycler complètement le PET afin de dépolymériser et retrouver les monomères. Donc pour ça, il y a deux approches qui sont utilisées, une approche thermochimique à haute pression et haute température et une approche enzymatique qui est l'approche pour laquelle Carbios a obtenu le succès qui est présenté dans cet article. Donc, en fait, c'est un article qui présente l'approche de Carbios avec, premièrement, une première phase dans laquelle Carbios a identifié une enzyme native très active, et c'est ce qu'on voit dans le premier schéma, une enzyme qui dépasse largement en termes d'activité les performances des autres enzymes qui ont été identifiées précédemment, notamment et citées par plusieurs équipes. Et ensuite, Carbios a utilisé des technologies semi-rationnelles afin d'améliorer encore l'activité de l'enzyme environ d'un facteur 2. Donc, c'est ce qui est montré dans… On se doute aussi que Carbios a dû utiliser des méthodes aléatoires, mais les méthodes aléatoires ne permettent pas vraiment de publier dans Nature. Donc là, on voit un exemple où c'est 90% de conversion de PET en monomère au bout de 10 heures en utilisant des quantités catalytiques, évidemment, d'enzymes, 3 grammes par kilogramme de PET. Donc dans la slide suivante, quelques exemples qu'on ne développera pas, donc qui viennent de Carbios. Donc ils ont utilisé, en fait, ils ont identifié à travers plusieurs méthodes, y compris in silico, les enzymes, enfin comment dire, les acides aminés qui étaient au contact du substrat dans le site actif, donc 15 acides aminés. Parmi ces 15 acides aminés, ils ont employé une méthode de mutagénèse saturante sur 11 positions. Donc ils ont criblé 209 variants et identifié plusieurs mutations, donc 2 mutations qui sont présentées ici, qui permettaient une amélioration d'activité d'environ 30%, et 4 variants qui, eux, avaient plutôt une activité légèrement en baisse, mais permettaient une meilleure stabilité à la température, qui est un paramètre essentiel du procédé. Carbios a également modifié 2 acides aminés, 2 positions en cystéine, afin de créer un pont disulfure qui permettait également de gagner 10 degrés en termes de tolérance de l'enzyme à la température, au prix d'une baisse d'activité, mais cette baisse d'activité a été quelque part récupérée en combinant les mutations favorables. Donc, ils ont testé un panel de ces combinaisons et identifié notamment des combinaisons qui permettaient de gagner à la fois très largement sur la résistance à la température et également sur l'activité à une température donnée. Donc nous pouvons passer à la slide suivante, qui est une slide de conclusion. Donc nous avons présenté en fait plusieurs méthodes qui sont utilisées pour l'amélioration des enzymes. Alors bien sûr, dans le cas des différents projets, on va utiliser en fait progressivement différentes méthodes de plus en plus détaillées et évidemment parfois de plus en plus en fait performantes au cours du programme. On conseille en général de commencer par un premier criblage à travers des kits d'enzymes, par exemple le kit séquenzyme proposé par Proteus, ou encore à travers les enzymes identifiées dans la littérature. Et si les enzymes qui ont été identifiées ne présentent pas les performances requises, ce que nous avons présenté, c'est qu'il est possible d'élargir le criblage en utilisant la diversité de séquences natives, ce qui permet d'avoir une très large diversité. Et évidemment, ces techniques sont appuyées par la baisse continue du coût de la synthèse de gènes. Enfin, pour les applications qui le requièrent, par exemple les applications de large volume pour lesquelles les performances des enzymes sont clés, ou si on souhaite justement encore améliorer les activités des enzymes, les méthodes d'évolution dirigée sont des méthodes clés, avec 2 types de méthodes, des méthodes aléatoires qui montrent toujours leur efficacité, et également, lorsqu'on connaît bien le site actif de la molécule, de la protéine et sa structure tridimensionnelle, des méthodes également semi-rationnelles. Et enfin, évidemment, la montée en échelle en fait, à travers plusieurs approches.